Merci à Antoine et Sarah qui nous permettent d'avancer assez rapidement ici dans l'atteinte ici de notre objectif concernant le projet qui est essentiellement financé par l'une des bibliothèques de Prompt. On en parlera tantôt tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on va parler de la compagnie qu'on appelle Booking Holding. Booking Holding a publié ses résultats financiers il y a quelques semaines ici aujourd'hui. Je pense qu'on en a déjà parlé. Mais là, je veux parler d'une partie. Voilà, on va un peu aller au-delà de ce qui a été mentionné précédemment ici, mais les deux sont complémentaires de manière générale. Donc, comme on l'a dit, le revenu était en hausse ici de 16% à 5,5 milliards de dollars, donc un résultat net ici en progression de 225%. Je parle du bénéfice net, bien sûr, à près 1 milliard 0,8, quelque chose comme ça. Donc, les chiffres, ils sont bons. Et la majorité des commentaires s'arrêtent à ce niveau-là. Mais si vous arrêtez là, vous ratez l'histoire la plus importante de cette entreprise en ce moment. Parce qu'au-delà des titres, une transformation structurelle est en cours. Une transformation que vous ne verrez pas si vous regardez seulement les revenus totaux. Une transformation qui change ce que vous achetez réellement quand vous investissez dans cette entreprise. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord comprendre comment Booking a gagné de l'argent pendant la plus grande partie de son histoire. Parce que là, il y a un changement. Et c'est de ça dont on va parler en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique réellement dans votre lecture des rapports financiers? Le modèle s'appelle le modèle agence ou le modèle agency. C'est comme ça que c'était son nom. C'était l'ancien modèle. OK? Je m'explique un tout petit peu. Un voyageur cherche un hôtel sur booking.com, choisit sa chambre, confirme. Et c'est l'hôtel qui encaisse le paiement directement. Booking ne touche jamais l'argent du client. Il reçoit juste une commission après que le voyage ait eu lieu. Ça, c'est le modèle agence. Ce modèle avait une qualité extraordinaire. Léger en capital ou asset light, aucun risque financier porté par Booking, des marges opérationnelles parmi les plus élevées des entités dans les places de marché de manière générale, donc ce qu'il faut essentiellement ici, des places de marché virtuelles en ligne. OK? Donc, vous pouvez aller voir, les marges, comme on le verra tantôt tout à l'heure, les marges brutes de Booking étaient presque de 99% à une époque. Mais il avait une limite fondamentale, et là je parle du modèle. Dans ce modèle, c'est l'hôtel qui possède la relation financière avec le client. C'est l'hôtel qui voit le nom du voyageur sur sa carte bancaire. Booking restait un intermédiaire important, certes, mais invisible dans la transaction elle-même. Maintenant, regardons ce qui se passe depuis 2022. Booking Holding pousse de plus en plus ses réservations via un mécanisme différent, qu'on appelle aujourd'hui le modèle marchand ou le modèle merchant. Ici, c'est Booking qui encaisse le paiement du client, avance les fonds, gère la transaction, puis reverse à l'hôtel son dû. Booking devient donc le vendeur de référence aux yeux du voyageur. Et c'est important. Et je vais m'arrêter là quelques secondes. Je vais juste mettre la marge brute ici, parce qu'on va en parler. Vu qu'il devient le vendeur de référence, on va mettre la marge brute avec le revenu. Voilà. OK. On les a tous les deux. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, Booking devient le vendeur de référence aux yeux du voyageur. Alors, les chiffres officiels de l'entreprise racontent cette bascule avec précision. En 2025, les revenus merchants ont atteint 17,75 milliards de dollars, en hausse de 25,5%. Les revenus agences sont tombés à peu près à 7,97 milliards, en recul de 6,5% pour la première fois. Donc le modèle merchant représente à peu près 66% ici du total du chiffre d'affaires. Donc il est de plus en plus présent. Donc on s'attend ici à une réduction, une baisse ici du modèle ici agence, et c'est tout à fait normal. Au premier trimestre 2026, la bascule s'est encore amplifiée. Les grosses booking merchants, autant pour moi, ont atteint à peu près 38,7 milliards de dollars en hausse de 24,3%. Sur les 53,8 milliards de grosses bookings totaux du trimestre, 72% passent désormais par le modèle marchand. 66% précédemment, 72% aujourd'hui. Au niveau des revenus du trimestre, le merchant représente 68,8% du total par rapport au trimestre, contre 27,6% pour l'agence de manière globale. Donc, ce n'est pas une tendance, c'est une transformation, on va le dire ici, achevée entre parenthèses. Bon, elle est toujours en cours, mais on a déjà passé la barre des 50%. Ici, on voit littéralement que
d'ici quelques années, voilà, le 100% sera tout à fait, elle aura tendance à avoir un modèle comme celui, enfin, parce que celui d'Expedia. Et j'ai déjà expliqué dans une vidéo pourquoi est-ce qu'ils passaient vers le modèle merchant également. Ce n'est pas juste lié au fait de voir la transaction, etc. C'est un ensemble d'autres éléments, notamment liés à la consolidation ici des hôtels dans une certaine zone géographique dans laquelle ils aimeraient avoir de plus en plus de parts de marché. OK? Donc, voici la question que vous devez vous poser et que peu d'investisseurs formulent correctement. Parce que comme d'habitude, poser les bonnes questions, vous aurez généralement les bonnes réponses et très souvent, ça vous permettra de prendre les meilleures décisions possibles. Cette bascule, donc ce changement, ce shift, cette bascule est-elle bonne ou mauvaise pour l'entreprise? La réponse superficielle, c'est que les revenus progressent, donc c'est positif. Ça, c'est ce que quelqu'un qui va lire première lecture niveau 1, c'est ça. La réponse rigoureuse demande de comprendre ce que ce changement fait réellement aux économies de l'entreprise, niveau par niveau. Alors, premier niveau, la trésorerie. C'est le cœur même de cette vidéo. Enfin, pas juste la trésorerie, mais les différents niveaux. Dans le modèle marchand, Booking encaisse le paiement du voyageur avant que le voyage ait lieu, parfois plusieurs semaines à l'avance, et ne le reverse à l'hôtel qu'après le séjour. Entre les deux, cette somme reste temporairement disponible pour Booking. Au premier trimestre 2026, la direction confirme lors du conference call ici que le flux de trésorerie disponible avait bénéficié d'environ 1,9 milliard de dollars liés à la hausse saisonnière du solde de Deferred Merchant Booking. Cela s'apparente à un financement gratuit du bilan, lié mécaniquement à la croissance du volume marchand. On va s'arrêter là quelques secondes. Quelqu'un va me dire ici que mais à quoi ça nous sert tout ça? Tout simplement parce que, eh bien, mon cher ami, tu dois ajuster les free cash flow de cette compagnie. Enfin, tu dois savoir que ces free cash flow actuels prennent en considération de l'argent qui ne lui appartiennent pas. Ce n'est pas parce que c'est malhonnête de présenter ça comme ça, mais c'est un avantage lié à ce business. Comme par exemple, Amazon a l'avantage ici de ne pas payer, de payer son inventaire à crédit, qui est un avantage. C'est normal d'avoir un fonds de roulement négatif. Enfin, un fonds de roulement négatif est un avantage dans une compagnie de distribution. Ça, je parle d'Amazon, de Walmart, etc. Si vous voyez le fonds de roulement négatif ici, sachez que cette entreprise a un pricing power au sein de ses fournisseurs. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça, mais refermons la parenthèse Amazon. Revenons ici. Ça veut dire que quand je prends cette compagnie en date d'aujourd'hui, par rapport au free cash flow trimestriel, qui était à peu près de 3 milliards 11, etc., sachez que ce 3 milliards 11 inclut près d'1 milliard 900 ici, provenant provenant ici des avances de fonds des clients. Donc les clients ont déjà réservé pour un voyage dans le futur. Nous, on a déjà encaissé l'argent, mais on n'a pas encore fourni le service. Donc on n'a pas encore payé qui que ce soit l'hôtel ou bien les différents services qu'il a payés ici. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On va le placer sur les marchés financiers. Ce sont des avancées de l'argent gratos, pour une certaine période, bien sûr. Okay? Ça peut générer des intérêts. Bref, c'est pas mauvais, mais il faut savoir que si je prends cette compagnie et que je prends, ça a tendance à s'ajuster à la fin de l'année, etc. Mais vous devez savoir qu'il faut parfois reconstruire les free cash flow dans ce type d'entreprise. Et vous pouvez voir ici que quand on shift vers le modèle marchand ici, vous allez remarquer qu'il y a une accélération il y a une accélération ici des free cash flow. Le différentiel entre les deux accélère littéralement. À partir de 2022, l'écart est de plus en plus prononcé. On a un écart de près de tout. Voilà, il faudrait regarder ça en pourcentage. Mais voilà, pour ceux qui sont enfin, pour les plus curieux, vous pourrez aller faire ça de vous-même. Mais vous pouvez le voir visuellement, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. Et s'il n'y a pas que cette compagnie, il y a des compagnies comme, je pense, Edenred, il y a également des compagnies comme Corpay, il y a des entreprises comme ADP. Bref, de toute façon, les free cash flow, il faut parfois les reconstruire. Il ne faut pas juste constater qu'on a des grosses free cash flow, etc. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et si c'est durable? Je ne dis pas que ça, ce n'est pas durable, c'est largement durable, mais imaginez que cette compagnie a tendance, au prix actuel, on a peut-être 2 milliards de différence, d'accord? Si vous faites 20 fois les bénéfices, vous allez valoriser cette compagnie pour 40 milliards supplémentaires.
par rapport à ce qu'elle ne rapporte réellement. Et je rappelle que le free cash flow, elle n'a pas encore fourni le service là. Donc, elle n'a même pas encore enlevé la marge brute dessus. Idéalement, si on regarde bien, on devrait plutôt prendre une partie réelle de ces 2 milliards-là. Bon, quand je dis une partie réelle, si on se base sur les net income ici, on va se dire que dans le 2 milliards en question, admettons, on prend 400 millions, donc 20% du chiffre du montant en question. C'est 400 millions, enfin pas 400 millions, oui, c'est 400 millions qui devraient nous revenir normalement. Mais bon, comme je l'ai dit, ça doit vous forcer à ajuster généralement. Mais c'est que moi, je vais, enfin, comme je l'ai dit, vous avez l'information, maintenant, vous savez quoi faire. Et j'espère que maintenant, vous savez que la leçon ici, enfin, l'une des leçons, c'est toujours d'aller déconstruire, reconstruire les free cash flow. Je vous ai toujours parlé d'un livre qu'on appelle Creative Cash Flow. Je le mets le nom du livre ici, vous le copiez et allez le chercher. OK? Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Alors, maintenant, ça c'était le premier niveau. Le deuxième niveau, ce sont les données des clients. En prenant le paiement, Booking devient la relation principale avec le voyageur. Cela alimente ce que l'entreprise appelle son canal direct. Les voyageurs qui reviennent réserver directement sur Booking.com sans passer par un moteur de recherche payant. En 2024, ce canal représentait déjà une majorité des réservations sur Booking.com. C'est un indicateur de fidélisation qui réduit avec le temps la dépendance structurelle au marketing payant. Et ça aussi, cette partie également, parce qu'il y a un risque ici concernant les IA, est-ce que les gens ne vont pas commander leurs hôtels directement sur ChatGPT, machin truc, prévoir leur trajet, etc. C'est possible, mais dites-vous également ici que vous pouvez également, certaines personnes vont avoir tendance à le faire également sur Booking. Et s'ils vont directement sur Booking, au lieu d'aller taper d'abord hôtel pas cher sur Google, dites-vous ici que Google, c'est de l'argent que Booking va avoir tendance à économiser en termes de coût d'acquisition des clients. Oui, le coût d'acquisition des clients, c'est une charge qu'il ne faut pas négliger au sein de ces compagnies. Est-ce que vous saviez que les plus gros contributeurs en termes de dépenses, en termes de dépenses marketing au sein de... Enfin, les plus gros clients de Meta, par exemple, enfin pas de Meta, peut-être Meta, je n'ai pas vérifié, mais Alphabet, je sais que l'un des plus gros clients ici, c'est Booking, Expedia. Littéralement. Et vous avez remarqué quoi sur des compagnies comme Alphabet? Ils ont commencé à concurrencer, ça c'est depuis longtemps, hein, pas maintenant, de manière frontale, des compagnies comme Expedia et Booking. Quand ton fournisseur, oui parce que c'est leur fournisseur, hein, faut pas l'oublier, quand ton fournisseur devient un concurrent, qu'est-ce qui se passe? C'est pas généralement une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que tu vas forcément mourir. C'est pour ça que cette compagnie a maximisé de plus en plus le canal direct, notamment avec des programmes de fidélité, le programme Genius, etc., qu'il ne faut pas négliger. Ce qui veut dire que quelqu'un qui va peut-être réserver pour la première fois sur ChatGPT, je m'explique, hein, s'il arrive sur Booking, boum, il prend la carte de fidélité Genius, prochainement, quand il va vouloir commander à nouveau, il va peut-être passer directement sur Booking, sur son application, surtout s'il a eu un bon service. Surtout s'il sait qu'il faut... Surtout que vous savez que parfois les voyages, il y a des réclamations à faire, des choses comme ça. Donc c'est toujours bien d'avoir une plateforme sur laquelle tu sais que tout va bien se passer. Moi, je l'ai déjà vécu plusieurs fois et je peux vous dire ici que si j'ai eu un bon service une fois, j'ai tendance à rester dessus. OK? Donc, ça, c'est un élément à ne pas négliger et c'est quelque chose qu'on oublie généralement quand on parle de l'IA. Donc, dites-vous que ces compagnies, depuis très longtemps, maximisent sur les programmes sur le coût d'acquisition direct, sur la relation directe avec le client. C'est très important pour eux, que ce soit Expedia, que ce soit Booking. Parce que les hôtels également ne se laissent pas faire. Bref, je pourrais parler de ce secteur d'activité pendant très longtemps, mais voilà, ça risque de nous détourner ici de l'élément. Donc, j'étais au niveau du deuxième point qui était à peu près la donnée client. L'une des raisons pour laquelle on a shifté, c'est également pour maîtriser de plus en plus la donnée client. Et le troisième niveau, c'est le levier marketing. Donc, j'ai anticipé un tout petit peu. Donc, les dépenses de vente et autres frais rapportés au gross booking ici sont restés stables au premier trimestre 2026, à 1,5%, malgré la hausse continue du mix marchand. Donc, les coûts de paiement supplémentaires ayant été compensés par des gains d'efficacité en service client. Pendant ce temps, les gross bookings totaux progressent de 15%. Mais voici où l'analyse doit aller plus loin.
Et c'est le moment où la majorité des investisseurs s'arrêtent alors qu'il faut continuer. Les marges qui progressent traduisent-elles une amélioration réelle du pouvoir de prix, du pricing power, ou résultent-elles en partie d'un changement de comptabilisation lié à peu près au passage au modèle merchant? Parce qu'on ne regarde pas juste les marges comme ça, on dit « Ah, tout va bien ». Non. Pourquoi? La question est techniquement fondée dans le modèle agence et Booking ne reconnaît... attention. Comme je dis, la question est techniquement fondée parce que dans le modèle agence, Booking ne reconnaissait que sa commission nette comme revenu. Dans le modèle marchand, merchant, lorsque Booking est considéré comme le vendeur principal selon les normes comptables applicables, il reconnaît le montant brut de la transaction comme revenu et le reversement à l'hôtel comme un coût. Donc le résultat net ici peut être identique, mais les revenus bruts progressent mécaniquement plus vite que dans le modèle agence, indépendamment de toute amélioration réelle du pricing. Donc quand on regarde la croissance des revenus de Booking, ce n'est pas forcément bon. C'est peut-être même neutre de manière générale. Tout simplement parce qu'on pourrait avoir un effet volume ici dû au fait qu'on ait changé à peu près d'intermédiaire. On est un intermédiaire qui capte maintenant la totalité du revenu brut. Je n'ai pas dit du bénéfice, du revenu brut. OK? Donc, il ne faut pas oublier ça quand on va regarder la croissance du revenu, etc. C'est quelque chose à prendre en considération. Ce n'est pas forcément le pricing. Or, de toute façon, le pricing, vous savez qu'on le voit avec la marge brute, qui est au moins stable. Alors, comment distinguer ce qui est réel de ce qui est un effet de présentation? C'est pour ça qu'on va aller regarder un peu plus bas. On va regarder l'EBITDA ajusté du premier trimestre 2026 ressort à peu près à 1,3 milliard de dollars en hausse de 19%. Les dépenses liées, les dépenses fixes ajustées hors effet de change et d'éléments non récurrents n'ont progressé qu'à un rythme ici inférieur à la croissance du chiffre d'affaires. Donc le programme de transformation de l'entreprise qui vise à peu près 550 millions de dollars d'économie annuelle d'ici la fin 2026 également est un élément à prendre en considération. Donc ce sont des signaux convergents qui pointent vers une amélioration réelle de l'efficacité opérationnelle et pas seulement un effet de mix comptable. Mais cette vérification doit être faite à chaque trimestre et pas une fois pour toutes. Donc chaque trimestre, vous devez regarder ces différents éléments-là. Il ne faut pas les négliger. Parce qu'il y a un dernier coût à cette transformation que les chiffres de croissance ne montrent pas directement. En devenant le vendeur de référence dans la transaction, Booking s'expose davantage aux régulateurs de la concurrence ici et la fiscalité dans chaque juridiction où il opère. Donc l'entreprise porte actuellement en passif comptabilisé donc près de 476 millions de dollars ici liés à une décision de l'autorité de la concurrence espagnole et fait l'objet d'enquêtes ouvertes dans plusieurs pays européens, donc une enquête ici en Italie ouverte à peu près en avril 2026 si ma mémoire est bonne. Donc le modèle merchant ici n'élimine pas ce risque, il l'amplifie parce qu'il place ici Booking au centre juridique et fiscal de chaque transaction plutôt qu'un simple intermédiaire de commission. Ça également, il faut le prendre en considération sur la partie des risques. Donc, quand vous analysez les résultats d'une entreprise, ça c'est une question que je vous pose ici, et quand vous analysez les résultats d'une entreprise ici, avez-vous un cadre pour distinguer les trois grandes sources d'expansion de marge? Celles qui viennent du pouvoir de prix, ou du pricing power réel, celles qui viennent d'une réduction de coûts, et celles qui viennent d'un changement de mix ou de comptabilisation qui peut flatter la présentation sans améliorer les fondamentaux réels. C'est une question. Et il ne faut pas l'oublier. Quand on regarde ici une entreprise et qu'on constate ici que, comment on appelle ça, que l'entreprise ici a des marges en expansion ou bien les marges en compression, il faut regarder ça à différents niveaux. Est-ce que c'est le pricing power qui s'érode? Est-ce que les coûts augmentent ici? Ou bien on a un changement ici de mix comptable qui fait à ce que on ait à peu près des résultats qui paraissent mauvais mais qui sont en réalité neutres. Alors, si vous n'avez pas ce cadre-là, ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce que force à faire de manière structurée le prompt. Quels sont les moteurs de croissance et de marge qui fait partie ici de la bibliothèque de Prompt Premium Top Invest, celle-là même qui finance notre projet, enfin
c'est l'une des bibliothèques qui finance ici notre projet, avec également la bibliothèque de base ici, qui vous force à poser des questions de manière structurée. Dans la bibliothèque de Prompt Premium, vous posez toutes les questions qui sont à l'intérieur, pas une seule. Dans la bibliothèque de base, chacun choisit sa question. OK? Bref, je vous laisse aller voir ça. Vous avez une vidéo ici de présentation, etc. Donc, quand vous lancez ce prompt-là décompose la croissance en 4 sources distinctes. Le volume, le prix, le mix, les acquisitions et oblige à identifier lequel de ces leviers est réellement actif. Appliqué à Booking Holding, par exemple, il révèle que les 16% de croissance des revenus au premier trimestre 2026 résultent d'une combinaison de shift merchant, donc enfin, pas de shift, mais de mix shift merchant, donc le mix en va de plus en plus vers le merchant, de volume room en hausse de 6%, de volume room night, d'accord? Attention. Le room night, voilà, si vous ne connaissez pas, c'est un terme que vous allez utiliser, qu'on va beaucoup utiliser au sein de Booking. Je pense que ceux qui ont lu leur rapport financier, à peu près, savent à peu près ce que ça implique. Et si vous voulez savoir, si vous êtes curieux, Google it. OK? Donc, on a un volume de room night en hausse ici de 6%. D'effet de change favorable et d'une hausse modérée des tarifs journaliers moyens. OK? Les prix augmentent, le nombre de nuitées augmente ici. On a un effet favorable ici sur les taux de change et on a le mix merchant qui est de plus en plus prononcé. Donc, on a des vents favorables à tous les niveaux. OK? Donc, ces leviers, comme je l'ai dit, n'ont ni la même durabilité, ni le même risque. Aujourd'hui, on bénéficie peut-être ici des effets de change positifs. Demain, ça pourrait être le contraire. Le revenu, le tarif moyen journalier pourrait continuer à s'améliorer. Le room night a peut-être augmenté, peut-être c'était un élément conjoncturel. Peut-être que c'est là, enfin, je prends un exemple, la Coupe du Monde, c'est maintenant, peut-être, d'accord, mais imaginez qu'il y avait un événement sportif à cette période-là. C'était peut-être conjoncturel, dans une zone géographique en particulier. Donc, attention, ça n'a pas la même durabilité, ni même le même risque. C'est pour ça qu'il faut généralement regarder les datas sur une longue période de temps. Le room night journalier, le volume de room night ici, est-ce qu'il a tendance à augmenter de plus en plus sur une période assez longue? Est-ce que le prix moyen journalier augmente de plus en plus sur une période assez longue? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Est-ce que c'est parce que on a tendance les clients prennent de plus en plus de produits, au lieu de prendre uniquement les billets d'avion, maintenant ils prennent billets d'avion, hôtel, voiture et expérience. Bref, il y a beaucoup de questions à se poser au-delà des chiffres. Le but, c'est toujours de mieux comprendre dans quoi est-ce qu'on met les pieds. OK? Donc, pour aller plus loin sur la qualité des marges, le prompt dénommé la marge brute est-elle réelle ou illusoire? Également dans la bibliothèque de Prompt Premium Top Invest, force à isoler ce qui relève du pouvoir, du pricing power réel, de ce qui relève ici d'un mix ou de présentation comptable ici. Alors, appliqué à la fenêtre 2022-2026, ce prompt oblige à comparer les métriques de marge avant et après le basculement vers le modèle marchand et à tester si le pricing power de Booking face aux hôtels se renforce réellement ou si une partie de l'amélioration affichée est un effet de classification comptable. Parce que c'est important de mentionner ici si le pricing power par rapport aux hôtels se renforce. Parce que les hôtels également consolident, moins consolidés en Europe, mais ça va arriver, plus consolidés ici aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle aux États-Unis, ils n'ont pas le choix que d'adopter le modèle merchant. Ils ne peuvent pas faire le modèle agency aux États-Unis. Ça va être compliqué. OK? Donc, le modèle merchant est le modèle adéquat aux États-Unis. Et vu qu'on veut conquérir les places de marché aux États-Unis, là où Expedia est déjà en place, on adopte ce modèle-là. En Europe, voilà, c'est un modèle, c'est plutôt agency à ce niveau-là. Mais bon, ça pourrait également shifter ici parce qu'il y a également une consolidation à ce niveau. Bref, il y a toujours quelque chose à aller regarder au-delà des chiffres. OK? Donc, parce que la leçon que Booking nous apprend ici, elle, comme d'habitude, c'est une leçon universelle qui peut s'appliquer à n'importe quelle entreprise. C'est celle de savoir qu'une entreprise croît ne suffit pas. D'accord? Savoir qu'une entreprise croît ne suffit pas. Ce qui compte, le plus important, c'est de comprendre d'où vient cette croissance, ce qu'elle coûte à produire et ce qu'elle expose en retour. OK? Donc, on ne va plus jamais, ne regardez plus jamais la croissance en regardant uniquement un chiffre et vous êtes satisfait du chiffre. Non, c'est le pourquoi qui est plus important que le chiffre global. C'est vraiment ça. Vous allez retrouver la même chose d'ailleurs avec une entreprise comme Walter Clover. C'est le pourquoi derrière le chiffre négatif, la présentation des résultats. Voilà, peut-être qu'on parlera de ça dans une vidéo
Donc, faites très attention. OK? Alors, comme je l'ai dit, n'oubliez pas, nous sommes le 30 du mois de juin ici, donc le tarif aura tendance à être modifié en date d'aujourd'hui par rapport à la bibliothèque de prompt de base ici. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et ainsi qu'à ceux qui pensent le faire dans les jours ou les semaines à venir. Ça permet ici de financer ce projet-là. Vous avez toutes les informations par rapport au projet en question, essentiellement financé par la bibliothèque de prompt. La bibliothèque de prompt n'est que ce que vous recevez aujourd'hui parce que vous recevrez également quelque chose après. De toute façon, la vidéo de présentation est là et je pense qu'elle est assez claire pour tout le monde. Maintenant, l'analyse quantitative de cette compagnie, je pense que ça n'en vaut pas la peine parce que ça fait moins de 90 jours que j'en ai fait. OK? Donc, si on veut faire un truc assez rapide ici, Booking, c'est aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices. Donc, si on prend cette compagnie à 20 fois les bénéfices ici, on a ça. Voilà. Donc, ce 20 fois les bénéfices, par rapport à 2028, on est à peu près à quelque chose entre les $280 l'action, plus le cash net de la compagnie, on pourrait atteindre les $290 par là. Donc, comparez vous-même avec le prix qu'on vous propose en date d'aujourd'hui et tirez les conclusions qui s'imposent. Pour moi, je pense que ça reste une entreprise intéressante à aller regarder en profondeur, surtout au prix actuel. L'IA va nous tuer. Pour le moment, je vois rien. Ok, ça ne veut pas dire que ça va pas arriver, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le programme, le canal direct soit de plus en plus prononcé et l'évolution de ce canal-là également m'intéresse à chaque fois que je vais regarder les résultats financiers de Booking. Bref, j'aurais pu dire beaucoup plus de choses ici par rapport à Booking, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, toutes les informations sont en description de la vidéo. Si vous avez des questions, c'est dans le groupe School. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et permettez-nous de gagner du temps ici en récupérant votre bibliothèque de prompt. Merci, au revoir.